Mardi matin, sur l'axe N1, un convoi militaire s'arrête net et les armes changent de direction. En quelques minutes, une mission logistique ordinaire devient une prise de contrôle interne avec du matériel intact, des communications coupées et une capitale saisie par l'attente, pendant que les rumeurs circulent. Pourquoi cette scène pèse-t-elle bien au-delà de l'incident lui-même? Et en quoi la réponse d'Ibrahim Traoré a-t-elle déjoué les réflexes classiques de gestion de crise? Un choix posé, sans spectacle, qui a redéfini le rapport entre force, temps et légitimité politique au Burkina Faso. Cette histoire ne se limite pas à un convoi détourné ni à un officier passé de l'autre côté. Elle pose une question plus large. Comment un État fragile réagit-il quand la menace vient de l'intérieur, au cœur même de sa chaîne de commandement? À Kelly, dans les premières heures, l'enjeu n'est pas seulement militaire, il est politique, civil et symbolique à la fois. Chaque décision peut soit contenir la crise, soit l'élargir. Ce qui se joue ici concerne la sécurité immédiate des populations, la crédibilité des institutions et la confiance des soldats à rester loyaux. Une intervention brutale peut sauver du matériel, mais coûter des vies innocentes. Une inaction apparente peut préserver le calme, mais être perçue comme une faiblesse. Entre ces deux extrêmes, il existe un espace étroit où la stratégie prime sur le réflexe. C'est dans cet espace que la réponse de l'État va être observée, disséquée et jugée, non seulement par les citoyens, mais aussi par les voisins régionaux, les partenaires internationaux et les acteurs économiques. Comprendre cette séquence, c'est comprendre comment une crise ponctuelle peut devenir un test de gouvernance avec des conséquences bien au-delà des premières 48 heures. 48 heures, c'est le délai annoncé, et un seul document suffira à faire basculer l'affaire. Quelques jours plus tard, un contrat signé 6 mois auparavant révèle une somme de 3 millions de dollars promise en échange d'une déstabilisation ciblée. Dès ce moment, la crise change de nature et Ibrahim Traoré n'est plus face à une mutinerie improvisée, mais à un mécanisme structuré. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir au contexte dans lequel l'événement surgit. Le Burkina Faso traverse alors une période de tension sécuritaire élevée, marquée par des attaques récurrentes et une pression constante sur les forces armées. 5. Les convois logistiques vers le nord ne sont pas de simples déplacements techniques. Ils constituent une ligne de survie pour des bases isolées, dépendantes de ces flux pour maintenir leur capacité opérationnelle. Le commandant qui intercepte le convoi n'est pas un officier marginal. 15 années de service, une réputation solide, une connaissance précise des procédures et des itinéraires. Son geste ne provoque donc pas seulement la surprise, il sème le doute. Si un profil aussi intégré peut se retourner, qui d'autre pourrait suivre? Cette incertitude est le premier risque systémique. À Ouagadougou, l'information arrive avec retard et de manière fragmentée. Les canaux officiels sont prudents, tandis que les rumeurs se propagent plus vite que les confirmations. Certains évoquent une manipulation étrangère, on met d'autres une tentative de coup de force interne. Dans ce brouillard, la tentation d'une réponse immédiate et musclée existe, comme dans de nombreuses crises comparables. Mais ce qui distingue cette séquence, c'est l'absence d'escalade dans les premières heures. Aucun ordre public spectaculaire, aucune démonstration de force visible. Ce silence relatif crée un contraste qui intrigue autant qu'il inquiète. Il prépare surtout le terrain à une stratégie où l'information, plutôt que la violence, devient l'outil central. C'est à ce moment précis que la crise cesse d'être uniquement militaire pour devenir un révélateur des équilibres profonds entre autorité, loyauté et légitimité. Sur le terrain, l'impact immédiat de l'interception ne se mesure pas seulement en termes d'armes ou de véhicules immobilisés. Il se lit dans les réactions des soldats désarmés, surpris de se retrouver pris au piège par leur propre chaîne de commandement. Pour beaucoup, la scène est d'abord incompréhensible. Certains pensent à un exercice imprévu, d'autres à une attaque extérieure mal identifiée. La réalité, plus dérangeante, s'impose progressivement. Le convoi est stoppé à proximité immédiate d'une école. Ce détail, anodin en apparence, devient central dans la compréhension de la situation. Les véhicules chargés de munitions sont stationnés à quelques mètres d'un établissement rempli d'enfants. Pour les habitants du quartier, la présence militaire, habituelle dans un pays sous tension, prend soudain une dimension anxiogène. Les parents retiennent leurs enfants, les enseignants improvisent, l'inquiétude se diffuse sans annonce officielle.
Un premier personnage émerge alors comme repère narratif. Le soldat ordinaire, ni complice, ni décideur. Désarmé, isolé, il se retrouve face à un dilemme brutal. Obéir à un supérieur qui a manifestement franchi une ligne ou refuser au risque d'être pris pour cible. Cette position intermédiaire explique en partie pourquoi la situation reste figée pendant de longues heures. Personne ne veut déclencher une violence irréversible, surtout dans un environnement civil dense. Dans la capitale, les premières images circulent de manière informelle. Elles ne proviennent ni des autorités, ni des médias internationaux, mais de téléphones anonymes. Elles montrent l'immobilité, l'attente et surtout la proximité dangereuse avec l'école. Ce sont ces images, plus que les communiqués, qui commencent à façonner la perception publique de la crise. Toutefois, à ce stade, l'impact est déjà clair. Toute action précipitée aurait transformé un incident militaire en drame civil. La crise est encore contenue, mais chaque minute qui passe augmente la pression sur ceux qui doivent en décider. Tout commence par une activation discrète. L'interception du convoi ne s'accompagne ni d'explosions ni de slogans. Les hommes fidèles au commandant prennent position, désarment leurs collègues et coupent les communications. Le matériel reste intact, comme mis sous cloche. Cette retenue apparente intrigue immédiatement les états-majors, car elle suggère une attente, pas une fuite. L'événement n'est pas improvisé, il est tenu en suspens. À Ouagadougou, la nouvelle déclenche une onde de choc interne. Les réunions s'enchaînent, les scénarios sont passés en revue. Une option militaire rapide existe, mais elle comporte un risque majeur, l'école voisine. Très tôt, l'emplacement exact du convoi devient un paramètre central. Une frappe ou une tentative de reprise par la force transformerait une opération de sécurité en catastrophe civile. Cette contrainte géographique redéfinit le tempo de la crise. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré choisit une voie inattendue. Plutôt que de multiplier les ordres visibles, il apparaît dans une vidéo simple, sans décor, sans mise en scène. Le message est long, direct et sans menace immédiate. Il confirme la trahison, reconnaît la peur de la population et pose une question simple sur les motivations d'un officier bien formé et bien rémunéré. Ce moment marque le point de bascule narratif. La crise sort du champ strictement militaire pour entrer dans l'espace public. Le délai de 48 heures annoncé agit comme un révélateur. Les analystes étrangers parlent pour moment de faiblesse, certains médias évoquent une perte de contrôle. Pourtant, sur le terrain, la dynamique change. Les réseaux sociaux locaux s'activent, des vidéos amateurs montrent clairement la proximité du convoi avec l'école. La pression morale se déplace progressivement du pouvoir vers le commandant retranché. Il n'est plus seulement un mutin, il devient un risque direct pour des civils identifiables. Les premières répliques apparaissent avant même l'échéance. Des soldats, initialement impliqués, commencent à quitter discrètement la position. Ils se présentent aux autorités, racontent avoir été trompés, disent ne pas vouloir mourir pour une trahison qu'ils n'avaient pas comprise. Chaque départ affaiblit un peu plus le noyau dur autour du commandant. La stratégie du temps produit ses effets sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. À mesure que l'ultimatum approche, la tension se renverse. Ce n'est plus l'État qui semble acculé, mais l'homme qui a déclenché l'affaire. Isolé, exposé publiquement et privé de son aura d'autorité, il perd l'avantage initial. La crise, née d'un acte de force interne, commence à se refermer sous le poids de ses propres contradictions. Au départ, la situation se résume à une donnée brute, un convoi immobilisé et des armes hors circulation. Puis, le cadre change avec un écart mesurable entre l'hypothèse initiale et les faits établis. Un seul document suffit à produire ce basculement, en exposant une promesse financière de 3 millions de dollars associée à des avantages matériels précis en échange d'actions de déstabilisation ciblées. Cette révélation transforme une crise opérationnelle en affaire de corruption structurée. Un premier élément porte sur le temps, le contrat mis au jour a été signé 6 mois avant l'interception du convoi. Cette antériorité invalide l'idée d'un acte impulsif ou d'une réaction à chaud. Elle indique une préparation, un calendrier et une intention durable. La mutinerie n'est plus un accident de parcours, mais l'aboutissement d'un processus long, discret et méthodique. Un autre élément concerne la nature même des avantages promis. La somme annoncée n'est pas abstraite. Elle s'accompagne d'un manoir à l'étranger et d'une couverture financière à long terme.
Ce package matérialise un échange clair, stabilité personnelle contre fragilisation collective. La trahison n'est pas idéologique, elle est transactionnelle. Ce point est crucial, car il redéfinit la lecture morale de l'événement pour l'opinion publique et pour les forces armées elles-mêmes. Et il faut aussi regarder les preuves bancaires. Le document inclut des virements partiels déjà effectués, avec des signatures numériques vérifiables et des cachets notariaux internationaux. Il ne s'agit pas d'une accusation verbale, mais d'un dossier exploitable juridiquement. À ce stade, Ibrahim Traoré ne se contente plus de narrer une situation. Il change le rapport de force en rendant la contestation factuelle presque impossible. Ces chiffres, pris isolément, pourraient sembler techniques. Ensemble, ils produisent un effet cumulatif. Ils déplacent la crise du terrain militaire vers le terrain judiciaire et moral. Pour les soldats encore hésitants, la différence est déterminante. Se battre contre un État peut être perçu comme un acte politique. Défendre un homme payé pour trahir devient beaucoup plus difficile à justifier. La diffusion publique du document joue un rôle amplificateur. Elle réduit l'espace de négociation informelle et expose le commandant à un jugement collectif immédiat. Chaque heure qui passe après cette publication augmente le coût personnel de la résistance. Le calcul initial, fondé sur des garanties extérieures et une protection financière, se délite sous le regard d'une population désormais informée. Dans ce cadre, l'approche d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une prise de risque que comme une utilisation stratégique de la preuve. Le temps accordé n'est plus une concession, mais un levier. Il permet aux faits de circuler, aux loyautés de se reconfigurer et aux chiffres de parler d'eux-mêmes. La force n'est pas absente, mais elle est volontairement reléguée au second plan, remplacée par une démonstration de transparence calculée. À l'issue de cette séquence, la crise n'est pas encore terminée, mais son centre de gravité a clairement changé. La question n'est plus de savoir qui contrôle le convoi, mais qui peut encore défendre une position devenue indéfendable. Les critiques formulées à l'étranger suivent deux axes principaux. D'un côté, la critique porte sur la temporalité. Accorder un délai public de 48 heures serait, selon ces observateurs, une invitation à la fuite ou à l'escalade. Dans des contextes similaires, disent-ils, la rapidité et la surprise réduisent les risques collatéraux et empêchent la consolidation d'un rapport de force adverse. En laissant le temps s'écouler, l'État exposerait sa propre vulnérabilité et signalerait une hésitation dangereuse. De l'autre, la critique vise la communication. Une prise de parole directe, sans intermédiaire, serait perçue comme une personnalisation excessive de la crise. Certains analystes estiment qu'une telle exposition renforce le poids symbolique du commandant retranché en le plaçant implicitement sur le même plan que l'autorité centrale. À leurs yeux, le choix d'Ibrahim Traoré d'entrer lui-même dans l'arène médiatique risquerait de transformer un incident disciplinaire en duel politique. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Au moment, il repose sur des précédents où l'usage rapide de la force a effectivement permis de neutraliser des menaces internes. Ils s'inscrivent aussi dans une doctrine classique de dissuasion fondée sur l'idée que l'incertitude et la fermeté immédiate réduisent l'attrait de la défection. Ignorer ces lectures reviendrait à caricaturer le débat. Pourtant, les faits observables dans cette séquence affaiblissent ces critiques. Le temps accordé n'a pas été un vide stratégique. Il a été rempli par une circulation contrôlée de l'information, par la diffusion de preuves et par un déplacement progressif de la pression vers le camp retranché. Loin de consolider la position du commandant, ce délai a fragmenté son soutien. Des hommes ont déserté non sous la menace, mais sous l'effet d'une requalification morale et juridique de la situation. Sur le plan de la communication, l'absence d'intermédiaire a produit l'effet inverse de celui redouté. En parlant directement, l'autorité centrale a court-circuité les rumeurs et réduit l'espace des interprétations concurrentes. Le commandant n'a pas gagné en stature politique. Il a perdu sa capacité à se présenter comme un acteur légitime. La publication d'un document vérifiable a définitivement rompu toute symétrie possible. Enfin, l'argument de la faiblesse ne résiste pas à l'issue observée, aucun matériel n'a été détruit, aucun civil n'a été blessé, et le réseau a été exposé au grand jour. Dans ce cas précis, la retenue n'a pas été une concession, mais une méthode. Elle a transformé une crise potentiellement sanglante
en un processus de désagrégation interne de la trahison. Ce constat change la lecture de toute la séquence. La décision de ralentir le rythme n'a pas servi à gagner de la sympathie, mais à déplacer le centre de gravité de la crise. En laissant circuler les images, les témoignages et les preuves, l'État a transformé un face-à-face armé en un isolement progressif du commandant retranché. Chaque heure écoulée a réduit son champ de manœuvre plutôt que de l'élargir. Ce basculement devient visible lorsque la pression ne vient plus des autorités, mais de l'environnement social immédiat. Familles, soldats ordinaires et communautés locales se retrouvent impliqués sans consigne officielle. La proximité de l'école cesse d'être un détail tactique pour devenir un facteur moral central. Le commandant n'est plus seulement jugé pour sa trahison, mais pour le risque concret imposé à des enfants identifiables. Dans ce cadre, Oundék Ibrahim Traoré ne cherche pas à accélérer la reddition. Il laisse la situation produire ses propres contraintes. Les soutiens supposés à l'étranger restent silencieux. Les promesses financières perdent leur crédibilité face à l'exposition publique. La parole officielle n'a plus besoin d'être répétée, car les faits se suffisent à eux-mêmes. La révélation n'est donc pas un document ou une vidéo supplémentaire. C'est la compréhension collective que le temps, bien utilisé, peut désarmer plus efficacement qu'une intervention immédiate. À partir de ce point, l'issue devient moins une question de force que de survie politique et personnelle pour celui qui a déclenché la crise. Les effets de cette séquence se déploient rapidement et ne touchent pas tous les acteurs de la même manière. Pour l'État, l'enjeu immédiat est la restauration de l'autorité sans rupture institutionnelle. La reddition du commandant, obtenue sans affrontement, permet de récupérer le convoi intact et d'éviter une perte matérielle stratégique. Surtout, elle installe un précédent. Une trahison interne peut être neutralisée sans recourir à une démonstration de force aveugle. Pour l'appareil étatique, c'est un signal de continuité et de contrôle, là où beaucoup anticipaient une escalade. Du côté des forces armées, l'impact est plus intime. Les soldats qui ont déserté le dispositif retranché et se sont présentés volontairement ne sont pas traités comme des ennemis, mais comme des témoins d'un système de cooptation. Cette distinction pèse lourd. Elle clarifie la frontière entre loyauté, erreur et trahison rémunérée. En parallèle, c'est la mise en avant des preuves financières renforce un message interne simple. La protection institutionnelle vaut plus que des promesses individuelles à l'étranger. Ibrahim Traoré ancre ainsi une norme de responsabilité qui dépasse l'événement lui-même. Pour les civils, la conséquence la plus tangible est l'évitement d'un drame. L'école voisine, devenue symbole involontaire de la crise, reste hors de danger. Les images d'enfants quittant les lieux sans blessure marquent durablement l'opinion publique. Cette issue alimente un sentiment de soulagement, mais aussi une attente accrue envers les autorités. Si une crise aussi sensible peut être contenue, d'autres doivent l'être avec la même attention aux vies ordinaires. La population ne retient pas seulement la fermeté, mais la retenue. Le secteur économique observe la situation avec un autre prisme. Les premières heures avaient suscité des inquiétudes. Certains investisseurs redoutant une instabilité prolongée. La résolution sans violence et la transparence des preuves inversent partiellement cette perception. Le risque n'a pas disparu, mais il apparaît mieux encadré. La capacité à gérer une crise interne complexe devient un indicateur de gouvernance, scruté au-delà des frontières. Enfin, à l'échelle régionale, l'épisode agit comme un révélateur. Des pays voisins commencent à s'interroger sur leur propre vulnérabilité interne. Les méthodes de cooptation financière exposées ne semblent pas isolées. Le Burkina Faso apparaît alors comme le premier à avoir rendu visible un mécanisme discret, plutôt que comme une exception instable. Et cette exposition crée une dynamique d'enquête parallèle et repositionne le pays dans les discussions sécuritaires régionales. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence majeure. La crise ne se referme pas uniquement sur un individu, mais sur un mode opératoire. La gestion choisie redéfinit les attentes envers l'autorité, la loyauté militaire et la protection des civils. Ce déplacement explique pourquoi l'épisode continue de résonner bien au-delà de son dénouement immédiat. À court et moyen terme, les effets de cette crise peuvent de suivre 3 trajectoires distinctes, chacune reposant sur des choix politiques et institutionnels précis. Une première trajectoire, souvent décrite comme une stabilisation de base, prolonge la dynamique actuelle.
Les enquêtes internes se poursuivent, et le procès militaire suit son cours et les réseaux exposés sont progressivement démantelés. Dans cette hypothèse, l'État consolide ses procédures de contrôle et renforce la surveillance des chaînes de commandement sensibles. La crise devient un précédent gérable, intégré dans une doctrine de réponse plus large, sans bouleverser l'équilibre institutionnel. Une autre trajectoire, plus optimiste, suppose un effet d'entraînement. La transparence affichée et la récompense de la loyauté encouragent des signalements internes supplémentaires. Des officiers, jusque-là silencieux, choisissent de coopérer, permettant d'identifier plus tôt des tentatives de cooptation similaires. À l'échelle régionale, cette dynamique inspire des audits comparables. Le Burkina Faso se positionne alors comme un cas d'école en matière de gestion de crise interne, non par la force mais par l'articulation entre preuves, temps et communication. Cette trajectoire améliore la confiance civilo-militaire et réduit le coût politique des prochaines tensions. Enfin, une trajectoire plus sombre repose sur un affaiblissement de l'élan initial. Si les suites judiciaires s'enlisent ou si les protections promises aux lanceurs d'alerte ne se matérialisent pas, le message envoyé peut se brouiller. La crise serait alors perçue comme une exception bien gérée mais non reproductible. Les réseaux exposés se reconfigureraient de manière plus discrète en tirant les leçons de l'épisode. Dans ce cas, l'absence de violence immédiate n'empêcherait pas une fragilisation lente de la confiance interne. Ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils peuvent se chevaucher selon les secteurs et les périodes. La variable décisive reste la capacité à transformer un événement ponctuel en apprentissage institutionnel. Cela implique des règles claires, une communication cohérente et des mécanismes de suivi visibles dans le temps. Sans ces éléments, l'effet symbolique de la crise s'érode rapidement. La leçon centrale n'est donc pas de choisir entre fermeté et retenue, mais de comprendre quand et comment les combiner. À 6 ou 12 mois, ce ne sera pas la mémoire de l'incident qui comptera, mais la trace laissée dans les pratiques quotidiennes. C'est à ce niveau que se jouera la différence entre un épisode refermé et un tournant durable. Pour le public, cette séquence ne reste pas un épisode lointain réservé au cercle militaire. Elle se traduit par des effets concrets sur la perception de la sécurité quotidienne et sur la relation à l'État. Sur le plan psychologique, l'impact est immédiat. Voir une crise potentiellement meurtrière se résoudre sans affrontement renforce l'idée que la protection des civils peut primer, même dans un contexte de forte tension. Cette impression de retenue maîtrisée modifie les attentes. La population devient plus attentive aux méthodes qu'aux démonstrations de force. Sur le plan de l'information, un autre effet apparaît. Les images amateurs et les documents rendus publics ont joué un rôle central. Pour de nombreux citoyens, cette circulation directe des preuves a réduit la distance avec les décisions prises au sommet. Elle a aussi accru l'exigence de cohérence. Une fois qu'un État choisit la transparence dans une crise majeure, il est attendu qu'il la maintienne ailleurs. Ce déplacement crée une pression durable sur la communication officielle. On a appelé à être plus factuelle et plus explicative. Du côté des familles de militaires, un effet particulier se fait sentir. L'épisode clarifie un message implicite. L'erreur peut être distinguée de la trahison rémunérée. Cette nuance, rarement visible en temps de crise, pèse dans les conversations domestiques et dans la manière dont les proches perçoivent les risques du métier. Elle peut réduire la peur diffuse d'être entraîné dans une spirale incontrôlable et renforcer l'adhésion à des règles claires. Enfin, pour les jeunes et les communautés locales, la place centrale accordée à l'école dans le récit agit comme un marqueur. Elle rappelle que les choix sécuritaires ont des répercussions immédiates sur des espaces ordinaires. Cette prise de conscience nourrit une attente de vigilance accrue, mais aussi une reconnaissance lorsque cette vigilance est exercée. À ce stade, l'impact n'est pas une adhésion aveugle, il s'agit plutôt d'un ajustement du regard. Le public observe, compare et mémorise. La manière dont cette crise a été gérée devient une référence implicite, utilisée pour évaluer les réponses futures. À partir de cette crise, une feuille de route implicite se dessine, fondée sur des étapes lisibles et mesurables.
D'abord, il s'agit de sécuriser la chaîne judiciaire. Le dossier constitué, avec ses preuves financières et contractuelles, doit suivre un calendrier clair du tribunal militaire aux décisions disciplinaires associées. La crédibilité de l'ensemble repose sur la visibilité des procédures et sur l'égalité de traitement, quel que soit le grade concerné. C'est à ce niveau que la parole d'Ibrahim Traoré engage durablement l'institution. Ensuite, la prévention interne devient un chantier central. L'exposition publique des mécanismes de cooptation ne suffit pas si elle n'est pas suivie d'outils de détection. Audit périodique, rotation des postes sensibles et canaux de signalement protégés deviennent des instruments centraux. Ils traduisent une leçon simple. La loyauté ne se décrète pas. Elle s'entretient par des règles compréhensibles et appliquées. Par ailleurs, la communication de crise mérite d'être consolidée. L'expérience montre qu'un message direct, appuyé par des faits vérifiables, peut réduire l'espace des rumeurs. Formaliser cette pratique, sans la personnaliser excessivement, permettrait de conserver l'avantage informationnel observé. L'objectif n'est pas de multiplier les prises de parole, mais de maintenir une cohérence entre silence stratégique et transparence ciblée. Dans le même esprit, la reconnaissance joue un rôle décisif. La promotion d'un officier ayant refusé des offres similaires envoie un signal interne puissant. Instituer ce type de reconnaissance, de manière encadrée, renforce l'idée que l'intégrité produit des bénéfices concrets, là où la trahison promet des gains illusoires. Enfin, la mesure de ces actions est essentielle. Délai judiciaire respecté, nombre de signalements traités, stabilité des unités sensibles, ces indicateurs permettent d'évaluer si la crise a réellement transformé les pratiques. Sans suivi, l'épisode resterait symbolique. Dans cette feuille de route, la force n'est jamais absente. Elle est simplement repositionnée comme ultime recours, encadrée par des étapes qui privilégient la preuve, le temps et la responsabilité. L'image qui reste n'est pas celle d'un convoi encerclé, ni d'un document financier dévoilé. C'est celle d'un lieu ordinaire, une école, devenue le centre silencieux d'une décision politique majeure. Ce décor, involontairement placé au cœur de la crise, rappelle que les choix sécuritaires ne se jouent jamais dans l'abstrait. Ils touchent des vies quotidiennes, visibles, reconnaissables. C'est à partir de ce point concret que l'histoire prend sa charge émotionnelle. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef cherchant l'effet immédiat. Il s'inscrit dans une temporalité plus lente, presque inconfortable, où l'autorité se mesure à la capacité de ne pas céder aux réflexes. La retenue devient un langage. Elle dit que la puissance peut s'exercer sans fracas et que la légitimité se construit aussi par ce qui n'est pas fait. Le motif de l'attente traverse toute la séquence. Attente des familles, des soldats, des observateurs extérieurs. Cette attente n'est pas vide, elle agit comme un filtre. Elle sépare ceux qui tiennent par conviction de ceux qui tiennent par intérêt. Lorsque le commandant se rend, ce n'est pas sous la contrainte directe, mais sous le poids d'un isolement devenu insoutenable. La phrase qui s'impose alors n'est pas spectaculaire. Elle est simple et durable. La loyauté n'a pas de prix de marché. En refermant cette crise sans effusion, l'État grave cette idée dans la mémoire collective. C'est ce rappel plus que l'événement lui-même qui donne à l'épisode sa portée. C'est au terme de cette séquence, l'épisode dépasse le cadre d'un fait divers militaire. Il devient un repère collectif, utilisé pour penser la manière dont une autorité peut agir sous contrainte extrême. Ce qui retient l'attention n'est pas seulement l'issue, mais la méthode. Elle invite à s'interroger sur la place du temps, de la preuve et de la responsabilité dans la gestion des crises contemporaines, en particulier dans des contextes fragiles, pour les citoyens, pour les militaires, mais aussi pour les observateurs extérieurs. Cette histoire ouvre un espace de réflexion plutôt qu'un verdict définitif. Elle suggère que la force n'est pas toujours ce qui s'impose en premier, et que la légitimité peut se construire par des choix qui résistent à l'urgence. Elle rappelle aussi que chaque crise laisse une trace, non dans les communiqués, mais dans les attentes durables qu'elle crée. La question n'est donc pas de savoir si cette approche est universelle, mais dans quelles conditions elle peut fonctionner. Quelles institutions sont capables de soutenir une telle retenue? Quel coût invisible suppose-t-elle? Et comment éviter qu'elle ne soit confondue avec de l'inaction? Ces interrogations ne demandent pas une réponse immédiate.
Elles invitent au dialogue, à la comparaison et à l'apprentissage collectif, bien au-delà d'un seul pays ou d'un seul moment.